Je suis tout près d'un grand hôpital à Liège, en pleine nature, à l'orée d'une forêt. Peut-être que certains auditeurs auront deviné que je suis au CHU du Sartillement. Je suis déjà venu ici dans le cadre de notre série de podcasts. C'était pour présenter l'association de patients NMP Belgique. Aujourd'hui, je vais rencontrer Cécile. Elle est justement la compagne d'un patient atteint de NMP. NMP pour néoplasme myéloprolifératif. C'est une forme de cancer du sang rare. C'était Patrice Goldberg. Il est le journaliste et présentateur de la 2e saison de ce podcast. En 3 épisodes, il se penche sur les maladies du sang et plus particulièrement sur les NMP. Il s'agit d'une initiative de la maison de production Tamara Twist, rendue possible grâce au soutien de Novartis. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle une aidante d'un patient. Est-ce que vous pourriez vous présenter, je dirais en quelques mots, quelle est la situation que vous vivez et puis depuis combien de temps? Depuis 5 ans, mon mari a été diagnostiqué d'un cancer rare du sang, un néoplasme myéloprolifératif. Alors c'est NMP, on dit en voilà, quelques mots, exactement. oui. Mais comme tous les conjoints, on prend le chemin avec lui et on fait un drôle de voyage. Donc, Comment ça s'est passé le jour où vous l'avez appris, ou il vous l'a appris, ou peut-être vous l'avez appris ensemble? je pense que j'oublierai pas, c'est le jour de l'anniversaire de ma mère. On va se balader, on fait les courses, on a chacun 10, 12 appels en absence sur nos téléphones. C'est la généraliste qui nous intime l'ordre d'être avant 4 heures chez l'oncologue. Ok. Honnêtement, ce jour-là, on a le cœur qui bat très très vite et le diagnostic est tombé comme un coup près dans une langue qui n'était pas la nôtre, avec énormément de justesse, mais de froideur. Et Quand vous dites une langue qui n'était pas la nôtre, ça voulait dire que c'était compliqué pour vous? mais non, c'était pas compliqué, c'était en français, mais parlé par un néerlandophone que je remercie aujourd'hui encore, mais donc qui me parlait dans une langue qui n'était pas la sienne, avec un sabir qui était un sabir médical, donc qui pour moi était et puis bon, le monde du cancer, c'est quelque chose qu'on connaît tous trop bien. Quels sont les plus grands défis, je dirais, aujourd'hui, que vous rencontrez en tant qu'aidante? Et c'est une maladie chronique, cancer rare, qui ne se voit pas. On ne voit rien de l'extérieur. Donc c'est le plus compliqué, c'est de donner à Christophe sa légitimité dans les sensations, dans la fatigue, et puis surtout de comprendre que oui, on peut vivre une vie normale, que oui, mais dans le même temps, on peut être vraiment malade, vraiment pas bien. Je crois que c'est ça qui est compliqué, c'est d'être impatient, de regarder mon patient proche vivre sa vie. Est-ce que vous pourriez partager une expérience particulièrement marquante que vous avez vécue? Je crois que le fait même d'être un cancer du sang, mais une maladie chronique, une maladie rare, c'est notre gimmick. C'est c'est un zèbre, c'est une drôle de bestiole, c'est une maladie qui se voit pas, c'est une maladie réelle et donc c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça c'est devenu un gimmick. On rit de la maladie rare, du cancer rare. Vous en riez? Oui, Fréquemment? suffisamment souvent. Dans quelles circonstances? Quand le moral craque, alors on rit. C'est une bonne manière de Oui, l'envoyer paître, on va dire ça. exactement. Comment votre rôle d'aidante a-t-il affecté votre vie personnelle, mais aussi professionnelle? Alors beaucoup plus que ce que je ne l'aurais voulu. Parce que comme beaucoup d'entre nous, le cancer, c'est quelque chose, moi, qui aura décimé les rangs. Donc le diagnostic de Christophe rendait mon géant vincible. Et je ne l'imaginais pas. Donc pour moi, ça a été un vrai écueil. Et professionnellement, tout étant toujours tenu, ça a fait trembler les bases. Mais on passe au-dessus. On ne parle pas beaucoup de la souffrance des aidants, vous ne trouvez pas? Non, on n'en parle pas, on n'en parle pas et on n'en parle pas assez, mais dans le même temps, il y a toujours la pudeur de se dire: «Mais moi, je suis pas malade, c'est lui qui est malade». Donc il faut prendre sur soi et c'est souvent fatigant. Oui, il y a un petit peu un sentiment d'impuissance parfois, non? Oui, clairement un sentiment d'impuissance, oui, vraiment. Trop. Et puis l'autre sentiment aussi, c'est celle d'une souffrance un peu illégitime, alors qu'en fait elle est là, mais elle est psychologique. C'est le plus difficile à vivre. C'est effectivement le fait d'être si mal pour lui, mais pour soi.
Et de se dire: «Mais j'ai pas le droit, c'est lui qui est malade, c'est l'autre qui est malade, c'est celui que j'accompagne qui est malade». Heu, donc c'est vrai qu'on n'en parle pas et ce sont des statuts, heu, qu'on ne définit pas assez. On peut être aidant sans être nécessairement proche au quotidien, mais c'est vrai que c'est une vraie souffrance aussi. Dans le même temps, c'est aussi des toutes petites victoires gaies qu'il faut envisager. Alors justement, parmi ces petites victoires gaies, quelles sont les stratégies que vous utilisez le plus pour gérer, votre stress, je dirais, et puis prendre soin de vous-même? Parce que c'est pas négligeable ça. L'association de patients pour ça m'aide énormément. J'aime lire, j'aime écouter, j'aime apprendre, j'aime suivre des conférences, j'ai participé à un programme, pour devenir patient expert, justement pour essayer de contrecarrer ma peur, de contrecarrer mes doutes et en ayant ce statut-là, d'être un aidant efficace. Et quel soutien, vous avez reçu, si c'est le cas, peut-être de la famille, de l'entourage, des amis ou autres? Mais disons que par le fait même que le cancer du Christophe est invisible, c on se demande dans quelle mesure c'est pas du drama queen, quoi. Donc mais enfin, de quoi est-ce que vous vous plaignez? Il va bien, il a pas maigri, il a encore ses cheveux, donc arrêtez. Vous avez vécu ça? Ah oui, 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 bien sûr. Et vous avez appris à réagir à ça? À l'heure actuelle, on apprend tous les jours, mais je ne suis pas sûre de savoir un jour, réagir correctement, positivement. Quel est le rôle dans ce cas-là de l'association de patients que vous avez créée, NMP Belgique? Est-ce que vous avez des exemples d'actions qui vous ont permis de grandir en tant qu'aidante? Oui. Alors pour moi, le fait d'avoir créé NMP avec Christophe, de l'avoir suivi là-dedans, c'est justement de pouvoir apprendre. Parce que en apprenant, en comprenant, alors à un niveau qui n'est pas du tout médical et scientifique, mais en apprenant, en s'intéressant et en créant du lien, on arrive effectivement à gérer un quotidien qui est beaucoup moins stressant. Apprendre que la recherche évolue, apprendre que dans tel pays, on arrive à faire des associations qui fonctionnent, apprendre qu'il y a des gens qui sont malades depuis Mmh. 40 ans, Mmh. tout Et ça qui sont toujours là. et qui sont là. Et donc Mmh. ça, l'association à ce niveau-là, moi, m'aide énormément. Dans votre association, il y a des patients, mais il y a aussi des aidants, j'imagine? Oui, on est parfaitement représentés. On a autant de proches que de patients. Mais quand on parle des aidants dans votre association, ce sont plutôt des gens qui vont aider physiquement la personne patiente ou plutôt émotionnellement, psychologiquement? Ou les 2, mais voilà la proportion. Pour le moment, pour étant un cancer du sang, les gens ont plus besoin de soutien psychologique, émotionnel, administratif, que de pousser une chaise roulante. C'est dans le cadre des dégradations, quand on arrive à une myélofibrose, quand on doit être hospitalisé pour des traitements beaucoup plus lourds après une greffe, mais dans un premier temps, non, le soutien est plus du quotidien. Un quotidien 300. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui devient soudain aidant ou aidante? De pas hésiter à parler avec, d'autres aidants, mais à parler avec d'autres malades. Parce que quand on a son malade, son propre malade, comme on a son oncologue, on a son malade. Mmh. Quand on a son malade, on a tendance à réduire le monde à cette personne. Sauf que non, il y a plein d'autres malades qui ont tous le même type d'action et de réaction. Et donc ça fait énormément de bien de se dire qu'en tant qu'aidant, on parle à d'autres malades et de se dire: «Ah oui, mais donc ce qu'il me raconte à la maison, ce que je supporte à la maison, moi, en tant qu'aidant Mmh. proche, c'est une constante». Donc ça rassure aussi. Et est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que les professionnels de santé comprennent, heu, par rapport à votre rôle d'aidant? Et je pense que les médecins, de plus en plus, réalisent Oui. l'importance des aidants. Heu, alors c'est plus flagrant dans les domaines comme Alzheimer ou quand on suit quelqu'un qui est malade d'Alzheimer, les gens savent à quel point c'est un enfer pour l'aidant. Mais je pense que le fait d'être aidant, dès le moment où le médecin qui traite, vous fait juste une toute petite place, c'est déjà très, très bien. Cette espèce de reconnaissance juste, silencieuse est déjà pour moi un vrai plus. Mmh. Vous avez votre place, elle est Voilà, reconnue. voilà. Est-ce que vous êtes au courant qu'il existe des maisons de ressourcement en Belgique? Ce sont des maisons qui organisent toute une série d'activités très, très diverses, non seulement pour les patients touchés par le cancer, mais aussi pour les aidants.
Alors, je suis au courant et là, c'est une question de légitimité. Je me dis: «Mais je ne veux pas prendre la place de quelqu'un qui en a vraiment besoin». Oui, mais je parle de cycle de conversation, Oui, pour des aidants, par oui, exemple. mais même ça, c'est encore très restreint. Ça existe et il y a de plus en plus d'associations de patients, par exemple, on en parlait, qui effectivement ouvrent ce domaine-là, mais moi, personnellement, je n'ose pas aller prendre la place de quelqu'un qui en aura plus besoin. Pensez-vous que aller à une réunion comme celle-là vous fait prendre la place de quelqu'un? Vous prenez la place de personne, en fait. C'est Vous apportez juste votre vécu que vous pouvez partager avec d'autres. Il n'y a pas des places limitées, c'est l'éternel problème de la légitimité. donc vous devez encore travailler là-dessus. Oui, Vous êtes suivi? je suis suivie. OK, donc ça vous aide et Oui, vous allez, bien vers sûr. un petit peu plus de, j'ai envie de dire, de sérénité Oui, par oui, rapport oui. à ça? OK. Alors, ma dernière question, est-ce que vous avez un message d'espoir que vous pensez, réellement pertinent et que vous aimeriez transmettre à celles et ceux qui nous écoutent? Je pense qu'on a la chance d'être des aidants et en prenant conscience de notre chance d'être aidant, ça veut dire que la personne est encore là, qu'elle ne vit pas nécessairement ses meilleurs jours, mais pas nécessairement les pires non plus. Donc, heu, on peut se parler, on peut exister tous ensemble et je crois en la force du groupe, moi, donc la meute, je pense que c'est un peu ça. Bah, écoutez, ce sont des mots magnifiques, ce seront les mots de la fin. C'est une très belle manière de conclure, vraiment merci beaucoup. Vous nous avez accordé votre temps, vos paroles vont sûrement résonner, chez beaucoup de nos auditeurs. Merci, merci infiniment. Merci à vous. Aimez-vous ce podcast? Alors, assurez-vous d'écouter également les autres épisodes. Vous pouvez les trouver sur YouTube et sur les différentes plateformes de podcast. Et tout cela sous le titre Maladie du sang, vivre avec SMP. N'hésitez pas à faire suivre cet épisode à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.